passons tout de suite au premier film de la semaine, et pas des moindres. Il s'agit de Joker de Todd Phillips. On en avait un petit peu parlé, comme je le disais, à la Mostra de Venise, puisqu'il était présenté là-bas, et il a remporté le Lion d'Or, qui est le prix ultime de la Mostra de Venise. Ah oui. Donc voilà, vous attendez sans doute à un film de merde, hein, très clairement. De quoi parle le Joker ? Alors ça parle de Arthur Fleck, qui est un homme déconnecté, on peut dire ça comme ça, de la société du Gotham City des années 70, 80, fin des années 70. Et très concrètement, il est sous traitement, les choses ne vont pas bien du tout, il se sent, comme j'ai dit, déconnecté, et plusieurs événements vont faire en sorte qu'il va petit à petit se sentir en colère, ou en tout cas révolté par rapport à la société dans laquelle il est, et aussi par rapport à certains individus. Et après, bon, forcément, vous connaissez le pitch, c'est comment un homme va se transformer en Joker. C'est ça le but du film, c'est cette espèce de psychanalyse du personnage. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Arrêtez-les! Je me fais des idées ou c'est de plus en plus la folie? Alors, le Joker, c'est réalisé par Todd Phillips, réalisateur qui nous avait sorti Very Bad Trip ou encore Anchorman, donc des films très très dramatiques. Comment est-ce qu'il réussit ou rate cette transition au film dramatique, Thibaut ? Comment ? En faisant un bon film. En faisant un très bon film. Mais écoute, je pense que la première bonne idée du film, c'était de partir d'une page blanche, en fait. De ne pas adapter un comic en particulier, d'imaginer une origin story au personnage du Joker. Et parce que du coup, ils ont pu prendre pas mal de liberté et vraiment s'éloigner de l'univers de Batman, même si, évidemment, il y a Gotham. Évidemment, on retrouve la famille Wayne. On voit Bruce aussi, bon, il a 8 ans ou 6 ans, mais on voit Bruce Wayne. Donc je veux dire, les gens peuvent faire des liens et se rapprocher à des choses qu'ils connaissent. Mais en s'éloignant de cela quand même pas mal, ça permet de prendre des libertés et de faire quelque chose de complètement neuf et donc d'assez frais. Oui. Et donc on ne retrouve pas le personnage du Joker qu'on connaît, et quand tu proposes quelque chose de frais, de neuf, d'artistique aussi, on peut le dire. Oui, d'imaginatif, oui. Ça ne peut... Enfin, en tout cas, tu augmentes tes chances de faire en sorte que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Tout à fait. C'est aussi un des avertissements qu'on doit sans doute faire par rapport au film, c'est que certaines personnes peuvent s'attendre à aller voir le Salon de l'Auto, par exemple, mais ils vont arriver aux Beaux-Arts à l'exposition Zustrassen. C'est comme ça. Oui. C'est un peu la manière un peu bizarre de dire ça, mais vous n'êtes pas ici devant un film de super-héros, et on le redit parce qu'on a vu plusieurs fois sur la vidéo YouTube, l'extrait de l'émission qu'on a enregistrée à Venise. Certaines personnes s'attendaient un peu, voulaient pour savoir est-ce qu'il y a le Batman, est-ce qu'il y a des choses comme ça, est-ce que ça castagne, est-ce qu'il y a l'action. Non, clairement, on n'est pas dans Suicide Squad, on n'est pas du tout dans ces films-là. On est vraiment dans un film d'auteur sur un personnage. Voilà, c'est un pur drame avec, en effet, comme tu le disais, des clins d'œil au personnage dans l'univers de Batman. Mais ça reste des clins d'œil. On n'est vraiment pas du tout dans un truc de comic book. Non, c'est même pas du fan service, parce que si t'es Gotham, si t'es Arkham, voir Bruce Wayne petit, je veux dire, c'est même pas du fan service. Et même c'est vraiment des éléments pour que les gens puissent se raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent, c'est tout. Il y a rien d'autre. Et c'est tout à fait possible que certains vrais fans du personnage n'aiment pas ce film aussi, puisque quand on connaît le Joker des comics et ses différentes incarnations dont on parlera après, on a vu certaines choses qu'on n'aura pas vues ici, et pour la plupart des gens, le Batman de la bande dessinée et des films est beaucoup plus est très différent, dans le sens où voilà, il a par exemple des cheveux verts. C'est pas dû à une coloration, c'est dû vraiment à quelque chose qui lui est arrivé. Dans le film ici, c'est pas le cas. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui vont à l'encontre de ce qui a été mis par le passé. Je pense notamment à la cicatrice de Heath Ledger dans le Dark Knight. Ici, il n'y a pas de cicatrice. Non. C'est un film assez réaliste, et très terre à terre quand même.
C'est beaucoup moins un personnage cartoonesque, entre guillemets. Et c'est vraiment un personnage réel qui... Oui, alors il est un peu moins cartoonesque dans le sens où il est moins grandiloquent, il est un peu moins loufoque, il est moins... Enfin, voilà, on est loin de l'interprétation d'autres acteurs qui ont déjà incarné le personnage, on en reparlera après. Mais il y a quand même un truc très cartoonesque dans l'iconographie, parce que le Joker, ça reste un personnage coloré, assez déluré, au niveau de sa prestance, sa gestuelle, il y a quelque chose de très particulier quand même. Donc, il y a... on garde à nouveau un petit lien avec le côté cartoon, mais ça reste beaucoup plus fin que dans d'autres films dans lesquels on a pu voir le Joker, par exemple, quoi. Tout à fait. À côté de ça, quand on parle de la mise en scène, du travail de Todd Phillips et de ses associés, là on tombe dans quelque chose qui ressemble très fort au film de Martin Scorsese. On en parlait, la valse des pantins, Taxi Driver. Taxi Driver, forcément. C'est un énorme clin d'œil à Taxi Driver, n'est-ce pas? En plus, il y a même Robert De Niro au casting. Et donc oui, c'est clairement ce genre de film-là, un peu dans le New York poussiéreux. Ici, c'est Gotham City, mais très concrètement, tu changes le nom, ça change pas grand-chose. Non. Et donc, il y a ce côté vraiment reflet de la société actuelle dans un film un peu ancien. Et c'est aussi pour moi un des gros points forts du film, c'est que même si le film ne parle pas de New York ou Bruxelles ou n'importe quoi, il pourrait très bien s'appliquer dans notre quotidien. Bien sûr. Et ça, pour moi, c'est un des coups forts du film. Ouais, complètement. Là où, par exemple, dans d'autres films de super-héros, c'est moins évident. Tu vois, tu regardes Avengers, tu dis, bon, voilà... Oui, on est très détaché de ce qui se passe. Là, il y a un personnage qui est très tourmenté et qui a du mal, mais vraiment beaucoup de mal à s'intégrer, à s'immiscer dans cette société. Et je pense que c'est quelque chose auquel n'importe qui peut se rapprocher, peut comprendre ce genre de choses. Donc, ça... forcément, en tant que spectateur, tu te sens plus impliqué déjà. Que Avengers, bon, c'est gentil, mais voilà. C'est quand même pas... c'est loin d'être la réalité. Non, c'est clair. Joker est beaucoup, beaucoup plus réaliste, et ça, c'est très fort. On parle un petit peu ensemble de la musique lorsqu'on était à Venise. Ouais. Il faut en reparler parce que la musique est omniprésente dans le film et elle maintient... Enfin, moi, j'y ai encore pensé après, donc ça veut dire que le travail était très bon et elle est dérangeante, tout comme le film d'ailleurs. Ouais. Ben, alors... j'ai revu le film il y a une semaine ou deux. J'ai autant adoré la deuxième fois que la première, voire plus, parce qu'il y a certaines scènes qui m'ont plus touché la deuxième fois que la première. Notamment, c'est une scène toute conne et il y a aucun spoiler dans ce que je vais dire, donc pas d'inquiétude. Pas de panique. C'est le Joker qui danse tout seul devant son miroir. Ouais. Cette scène est extrêmement forte parce qu'elle suit des événements dont je ne vais pas parler, mais elle est très forte et je pense à cette scène particulièrement parce que Todd Phillips en avait parlé lors de la conférence de presse quand on lui a parlé de la musique. C'est une scène à la base pour laquelle il y avait une autre musique où il n'y avait rien du tout de prévu et Hildur Guðnadóttir, qui est donc la compositrice islandaise du film, lui avait envoyé un morceau auparavant et il s'est dit tiens, en fait à ce moment-là ça serait parfait. Et effectivement, c'est absolument génial. Donc la musique, j'adore. Et il n'y a absolument rien de confirmé, mais ce n'est pas improbable que dans les semaines qui arrivent, il y ait une petite interview avec Hildur Guðnadóttir. Qui est donc la compositrice du film. Voilà. Dernier point sur Joaquin Phoenix, je pense qu'il faut quand même en parler un petit peu, de sa prestation qui est incroyable, magistrale. Je pense que c'est un rôle qui est taillé pour lui. D'ailleurs, Todd Phillips l'a dit, quand il a écrit le scénario, il pensait à personne d'autre que Joaquin Phoenix. Disons que c'est très proche de ce qu'il a fait dans les films précédents. A Beautiful Day, c'est ça? Oui, voilà. You Were Never Really Here. Voilà, donc c'est vraiment des rôles plus taiseux, plus, tu sais, dans la retenue, mais avec des moments un peu d'éclat. Tout ça, ça fait partie de ça aussi. Il y a quelque chose d'assez proche, effectivement. Oui, très, très fort. Et puis, voilà, c'est un rôle... mais il a toujours été un peu dans la contenance. C'est pas quelqu'un qui... Mais parfois, il peut éclater. C'est ça le charme de Joaquin Phoenix. Il est toujours un peu à côté, comme ça. Mais du coup, ça donne quelque chose de très bon. Ouais. Et bon, je sais pas quoi dire de spécial par rapport à sa performance, qui est physique, qui est... je veux dire, il a perdu, je sais pas quoi, 25 kilos. Elle est hyper complète. C'est un peu un acteur comme Philip Seymour Hoffman, par exemple, ou comme Daniel Day-Lewis. Comme Daniel Day-Lewis, qui sont hyper investis dans le rôle.
Joaquin Phoenix, c'est exactement ça. Et Et, c'est- et ça se voit, ça transcrit à l'écran.